Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique du film Doctor Strange, réalisé par Scott Derrickson et sorti le 26 octobre 2016. Alors avant de parler du film Doctor Strange, on va parler d'un petit peu de ce qu'il y a autour, et donc on va parler du Marvel Cinematic Universe, ou l'univers cinématique Marvel, pour les Français. Donc il y a beaucoup de choses à les reprocher, mais je trouve que cette initiative elle est bonne, puisque c'est vraiment quelque chose de jamais vu dans le cinéma, hein. Il y a très peu de films qui s'étendent comme ça, avec des tas de films interconnectés, des suites, des spin-offs, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Que j'arrive pas à y penser avant le Marvel Cinematic Universe à une échelle aussi grande. Parce qu'avant il y avait des sagas, c'est vrai, où c'était juste des suites, mais pas de grands crossovers inter-super-héros ou inter-personnages plus généralement. Donc moi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose d'unique, et c'est vrai que si on n'a pas vu les films précédents, on peut avoir du mal sur certains films. Par exemple, le film Captain America Civil War, si on n'a pas vu les films avant, on comprend pas grand chose. C'est dommage. Sachez-le les enfants. Dommage. Par contre, là on va revenir à Doctor Strange, c'est bien parce que c'est une histoire d'origine de ce super-héros, et donc là on n'a pas trop besoin de voir les autres films pour comprendre. Il y a quelques références par-ci par-là, mais c'est plutôt en dehors du reste. Alors ça va s'inscrire dans le reste, il n'y a pas de souci, on va revoir Doctor Strange dans les autres licences, mais on peut le voir comme ça, sans connaître trop le reste de l'univers Marvel. Et donc c'est un film qui est bon, Doctor Strange, c'est un film qui est très intéressant et qui a des effets graphiques absolument fantastiques. Peut-être que dans 5 à 10 ans ça aura beaucoup vieilli, mais pour l'instant, la technique est très très bonne et la réalisation est fantastique. La réalisation, parlons-en, c'est très intéressant au niveau des combats, puisqu'il y a pas mal de plans assez longs et qui vont dans tous les sens, vraiment. L'action elle est assez confuse à certains moments, parce que c'est quelque chose qui est en dehors de notre réalité, ce qui se passe. En dehors de notre réalité, il faut peut-être que j'explique le film. Alors, le film, c'est Stephen Strange, un chirurgien qui perd l'usage de ses mains à cause d'un accident de voiture, et qui va essayer de les guérir avec l'aide des arts mystiques, et donc avec l'aide de l'ancien, en français, ou de The Ancient One, en anglais. Ces arts mystiques, il va apprendre à les gérer, et ça va être très très intéressant à voir sa progression, et à voir ce qu'il peut faire avec. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de complètement fou, et c'est très 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 bien rendu dans le film. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît en fait. C'est quelque chose d'assez nouveau dans l'univers Marvel, parce qu'avant c'était juste des super-héros qui se combattaient physiquement. C'était Iron Man qui a une armure technologique, c'était Hulk qui était exposé à des rayons gamma, c'était Ant-Man qui a une autre armure technologique. Là, c'est quelque chose qui va au-dessus de ce qu'on peut imaginer, et c'est vraiment très intéressant. Les acteurs dans ce film jouent très bien, hein. Benedict Cumberbatch, il est là comme d'habitude. Après, les autres acteurs aussi, j'ai pas leur nom en tête parce que je suis très mauvais au niveau des noms, mais sinon c'est bien. Un petit bémol pour l'infirmière de Stephen Strange, qui est un petit peu en deçà des autres parce qu'on la voit pas, et c'est dommage, on aurait pu faire quelque chose de mieux avec ce personnage, mais j'espère que dans les prochains films Doctor Strange, parce qu'il y en aura, elle sera un peu plus développée. Ensuite, le méchant, pareil, c'est Mads Mikkelsen, donc il joue très bien aussi, il est très bien dans son rôle de méchant, de toute façon, ça se voit sur sa tête que c'est un méchant. Donc vraiment, ce film, allez le voir, si possible en VO, quand même. J'ai vu les trailers en VO et en VF, j'ai vu le film en VO, j'ai pas envie de voir le film en VF. J'ai mes des doutes sur cette version française. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu en VF dans les commentaires, parce que elle a pas l'air top. Chaud. Salut à tous, c'est Clément, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jack Reacher 2 Never Go Back, un film qui est sorti fin octobre, film de Edward Zwick, mettant entre autres en scène Tom Cruise. C'est un film d'action, policier, thriller, qui raconte un petit peu l'histoire de Jack Reacher, qui était déjà sorti en 2011. C'est donc un policier militaire qui aide les gens lorsqu'ils se retrouvent dans des situations compliquées. Alors c'est un film qui est plutôt sympathique à regarder, mais il n'y a aucune surprise dans ce film, puisque effectivement, Jack Reacher arrive, c'est bordel, il est là, il aide tout le monde, et au final ça se passe bien. Je vous ai passé les détails quand même. Franchement, on pourrait s'attendre à un peu plus de recherche sur le film, notamment au niveau des clichés, parce que les clichés, ils sont là, ils sont vraiment là. Notamment un héros qui arrive tout de suite, et qui tout de suite gagne tout de suite, sans problème, c'est pas normal. Il nous arrive pas ça dans la vie. Pareil, le méchant, on le voit au bout de 3 minutes, et au bout de 3 minutes 30, on sait que c'est lui le méchant, et que à la fin ils vont se battre. Non, laissez un petit peu de suspense, s'il vous plaît. Non,
Bref, plus précisément, pour vous donner les détails, Jack Reacher donc arrive vers Washington où il doit rencontrer le Major Turner, interprété par Cobie Smulders. Seulement là, il apprend qu'elle a été arrêtée. Alors forcément, il se pose des questions étant donné qu'ils se sont parlé au téléphone la veille. Et en fait, elle s'était fait arrêter parce qu'elle était soi-disant une traître à l'État et qu'elle vendrait des informations top secrètes. Donc forcément, vu qu'elle est une espionne et qu'elle est traître, elle est emprisonnée. Mais Jack Reacher se doute bien qu'elle est accusée à tort. Alors forcément, il va tenter de l'aider et de trouver qui, pourquoi, comment. Il s'avère qu'il s'agit d'un complot américain, comme de par hasard, qui consiste à voler des armes à l'armée américaine, à les revendre à des talibans et en même temps acheter de la drogue. On nous apprend enfin que Tom Cruise a un cœur, contrairement à de nombreux films qu'il a fait. On pense notamment aux Missions Impossibles. Mission Impossible d'ailleurs, puisqu'on en parle, ce film est quand même beaucoup plus réaliste. Parce que quand il se prend une droite, il se prend vraiment une droite. Clairement, Mission Impossible, il esquive tout, c'est un génie, il a des légiers de partout. Waouh, génial. Non, là malgré tout, il court, il est essoufflé. Bon, c'est. Sinon, on a un beau clin d'œil dans ce film à Insaisissable, si vous l'avez déjà vu. À un moment donné, on a une course-poursuite dans la Nouvelle-Orléans, avec donc les 4 chevaliers qui se font courser par le FBI. Et bien là, on a un petit peu le même principe. Jack Reacher se retrouve à courser des méchants qui eux-mêmes coursent sa supposée fille. Et donc, ça se passe aussi pendant un des carnavals qu'il y a à la Nouvelle-Orléans. Et franchement, la scène est très ressemblante. Et j'ai trouvé ça très sympathique comme petit clin d'œil. Pour résumer, c'est un film sympathique à aller voir. Malgré tout, c'est un film sans surprise qui reste un film d'action avec un Tom Cruise qui est soi-disant le héros de toute la Terre. Vous pouvez aller le voir, vous pouvez attendre un petit peu qu'il sorte à la télé, voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao. Salut à tous, c'est Thomas, et aujourd'hui on reste dans le thème des gens qui refusent la société américaine, avec une critique sur le film Captain Fantastic, sorti le 13 octobre en France et le 8 juillet aux États-Unis. Donc l'histoire du film est assez simple, c'est l'histoire d'un couple qui décide d'élever leurs enfants en forêt, pour pouvoir leur inculquer la survie ainsi qu'un savoir académique meilleur que celui des écoles américaines. Cependant, cette famille va être confrontée à l'Amérique telle qu'elle est, avec la mort de leur mère lorsqu'ils devront assister à son enterrement. Donc lors de ce voyage, ils vont rencontrer les différentes classes sociales existantes en Amérique. C'est un scénario original et relativement simple, qui est très bien amené par la construction du film. En effet, ce film est pensé comme un road movie, genre typiquement américain, pour souligner la différence de cette famille. Toujours dans cette idée de différence, il est important de noter que ce sont les personnages extérieurs à la famille qui sont montrés en décalage par rapport à elle, et non l'inverse. C'est la famille qui est prise comme repère, on a donc plus d'empathie pour eux. Donc lorsqu'un policier monte dans leur véhicule pour vérifier les papiers, il est montré avec très peu d'espace autour de lui, alors qu'auparavant ce bus était spacieux et familier. La portée esthétique du film renforce aussi cette idée de différence et de décalage entre la famille et la société. En effet, les personnages de la famille sont représentés haut en couleur, alors que dans la plupart des scènes, les personnages intégrant la société américaine sont représentés en portant du noir, du blanc ou du gris, des couleurs plus classiques. Le plus important dans cette famille, ce sont évidemment les membres qui la composent, et notamment le père, interprété par Viggo Mortensen. Donc on va vraiment suivre l'évolution psychologique de ce père, dans sa volonté d'éduquer ses enfants et de les rendre heureux. Évidemment, il y a aussi les enfants de la famille, qui sont assez nombreux, mais c'est un film choral qui est réussi, puisqu'on arrive à les différencier par leur caractère et leur caractérisation. De plus, ce film choral s'inspire du cinéma de Wes Anderson, notamment avec son film La famille Tenenbaum, où chaque personnage est caractérisé à la fois par sa personnalité et par ses vêtements. De plus, le père de cette famille peut être vu comme enseignant ses propres enfants, mais aussi comme enseignant les spectateurs. En effet, le père va expliquer à ses enfants la survie, mais aussi un savoir plus académique, et va donc leur montrer les différents courants de la pensée philosophique. Donc ainsi, on peut voir que le réalisateur parle au travers du père aux spectateurs, et leur propose un message de tolérance. Donc au final, Captain Fantastic, c'est un bon film. Un film qu'il est bien pour le voir, et qu'il est bien pour le comprendre aussi. Donc allez voir ce film, apprenez les choses que les enfants apprennent, et puis continuez de regarder du cinéma, quoi. Et ce film. Au revoir. Salut à tous! Aujourd'hui dans ce coup de cœur du mois, nous allons nous attaquer de la comédie française avec le film Five, sorti en mars 2016, réalisé par Igor Gottesman, avec notamment Pierre Ninet, François Civil et Igor Gottesman. Ce film raconte l'histoire de 5 amis qui se connaissent depuis toujours et qui ont toujours rêvé d'habiter ensemble en colocation. Samuel, notre personnage principal, interprété par Pierre Ninet, trouve un énorme appartement et décide de leur payer à tous le loyer. Parce que oui, Samuel fait croire à son père qu'il fait des études de médecine, et en échange son père lui donne de petites subventions pour qu'il puisse vivre et payer ses études. Situation financière relativement sympathique. Sauf qu'en réalité, il ne fait pas des études de médecine car il ne veut pas devenir médecin, mais il veut devenir acteur. Son père n'est pas trop chaud. Et du coup, il achète l'appartement, il signe en son nom, il leur paye le loyer, jusqu'au jour où son père va découvrir qu'il ne fait pas d'études de médecine et va donc décider de lui couper littéralement les vivres. Parce que Samuel, c'est quand même un petit peu foutu de sa gueule, oui. On peut le dire. Et c'est là que tout va basculer, que l'histoire va commencer, mais je ne vais pas vous raconter la suite, car je ne suis pas un spoiler. Alors pour vous donner mon avis global sur le film, je l'ai adoré. Clairement, une bonne réalisation, un bon montage, un très bon jeu d'acteur,
une BO vraiment pas dégueu. Pour une comédie française, c'est vraiment original. On ne trouve pas souvent une comédie française de cette qualité. Avec ce style et ce dynamisme, on sent qu'il a été réalisé avec une équipe très jeune. Comme personnage principal, nous avons donc Pierre Ninet et son jeu d'acteur est vraiment excellent. Il joue tout en finesse, il est très drôle. Rien à dire à ce niveau-là. De même pour François Civil, qui joue le rôle secondaire aux côtés de Pierre Ninet. Très drôle lui aussi. C'est vraiment lui et son personnage qui lancent les blagues. Les blagues ne sont pas trop grasses, pas pesantes. On sent en amont un gros travail sur le personnage pour le rendre le plus drôle possible, sans passer dans le gras ou le malsain. Plus généralement, entre les acteurs, on sent une réelle cohésion, ce qui renforce encore plus les liens entre les personnages dans le film. Il n'y a pas d'échelle entre les personnages, il n'y a pas un personnage qui est mis plus en avant que l'autre. À part le personnage principal, ils sont tous mis en avant de la même manière, et ils vont tous avoir leur place et leur mot à dire dans l'histoire. Au niveau de l'image, de très bons plans. On a le droit à de beaux paysages et de belles prises de vue. Le réalisateur tente des cadres et des idées qui changent un petit peu d'habitude. On sent quand même une légère prise de risque au niveau de la réalisation. Tout en restant simple, c'est pas une réalisation compliquée, c'est vraiment une réalisation efficace avec un montage très rythmé sans pourtant être trop rapide. Les scènes s'enchaînent facilement, sans longueur, ce qui est vraiment un très bon point. On a aussi des effets vraiment réussis comme des effets d'ellipse temporelle. Par exemple, pour n'en citer qu'un, dans une scène, nous avons un couple qui saute dans une piscine, la caméra les suit et passe donc sous l'eau avec eux. Et quand la caméra remonte avec les personnages, on se retrouve finalement dans une méga teuf. Donc des effets de réalisation faits de manière vraiment intelligente, tout en gardant une réalisation simple. Alors au niveau de la BO, elle est vraiment sympa. On a de bons sons qui restent dans un milieu assez électro. Elle n'est pas exceptionnelle ni totalement pourrave. Elle est efficace, correspond tout à fait à la scène qu'elle illustre et n'encombre pas trop le cours de l'histoire. En revanche, pour aller dans les points négatifs du film, ce que j'ai trouvé un peu dommage, ça reste l'histoire. Elle a beau être racontée de manière originale, ça reste une histoire d'amitié comme on a beaucoup vu dans le cinéma français. L'utilisation d'une voix off en début et fin de film qui nous explique qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, machin. Bon, on connaît. Mais on peut quand même lui en tirer un point positif, celui d'être totalement immoral. Pour se sauver de problèmes financiers, les personnages se retrouvent à faire du trafic de drogue, ils se retrouvent dans une histoire de meurtre, enfin bon, des péripéties bien déjantées qui produisent encore une fois leur effet loufoque, sans passer dans le ridicule. Donc voilà, très bon film, je vous le conseille les yeux fermés. C'est un film avec un thème assez récurrent dans le cinéma français, mais qui n'est pas souvent mis en avant de cette manière-là. Donc voilà, si vous voulez mater un bon film entre potes, ou même juste pour vous divertir, n'hésitez pas, regardez-le. Sur ce, je vous laisse, merci d'avoir regardé ma critique, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à donner votre avis sur le film, et sur ce, je vous dis à bientôt sur Prismopolis, salut! Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle rubrique. Ici on ne parle pas des œuvres du grand écran, mais des petites merveilles qui rythment nos semaines et années, les séries télé. J'en regarde tout le temps, tout le monde en regarde tout le temps, et pourtant elles sont trop souvent sous-estimées, et il est temps de leur rendre honneur. Aujourd'hui je vous parle du nouveau bébé de HBO qui fait de plus en plus parler d'elle, très attendu par les sériphiles depuis son annonce, et qui a sorti ses premiers épisodes il y a quelques semaines. J'ai nommé Westworld. C'est une série de science-fiction américaine écrite par Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy et notamment produite par J.J. Abrams, un joli petit monde qui s'est rassemblé autour de cette série. La série est une adaptation du film Westworld ou Monde Ouest sorti en 1976 et réalisé par Michael Crichton. Ce film avait eu le droit à une suite, Future World, et avait déjà une adaptation en série Beyond Westworld qui avait fait à l'époque un flop total lors de sa diffusion sur CBS. Heureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas pour la nouvelle série de HBO. En effet, dès l'annonce de la série, lors du Comic-Con en juillet 2015, il y avait eu un engouement général alors que seulement 4 images avaient été données. Mais tout cet engouement autour de la série n'a fait qu'augmenter après la sortie du premier épisode. Il faut dire qu'il y avait eu une promotion assez énorme et marquante pour cet événement avec une armée d'androïdes qui avait envahi Londres. De plus, la série a été annoncée alors que HBO annonçait également la fin de la série emblématique Game of Thrones. De ce fait, ils en ont profité pour mettre Westworld sur le devant et en faire leur nouvelle série emblématique. Westworld, le nouveau Game of Thrones. C'est la première chose que j'ai entendue sur cette série, c'est ça un peu qui m'a fait de regarder Westworld. Mais quand j'ai regardé, j'ai pas trop compris, à part le fait que les deux musiques ont été toutes deux écrites par Ramin Djawadi et les deux génériques par les studios LS6, j'ai un peu du mal à comprendre. J'ai l'impression que dès que maintenant on voit une bonne série, on parle de Game of Thrones. Faut arrêter, c'est pas la référence. Enfin bon, je reviens à Westworld. Finalement, qu'est-ce que c'est? Westworld, c'est une sorte de parc d'attraction, un monde alternatif, où les gens les plus fortunés vont pouvoir dépenser des fortunes afin de revivre la conquête de l'Ouest. Teddy, Dolores et plein d'autres sont des androïdes qui ont été réalisés, créés pour donner l'illusion aux humains. Pour les humains, le Westworld, c'est un moyen de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers est mis en péril à la suite d'une mise à jour. En effet, les androïdes vont commencer à avoir des comportements imprévisibles. Cela va beaucoup inquiéter toute l'équipe qui tire un peu les ficelles. En effet, le Westworld a de gros enjeux, rapporte énormément d'argent et toute l'équipe a peur que des incidents fassent une mauvaise publicité, fassent fuir les clients. Donc la première question qui va se poser dès les premiers épisodes, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces androïdes? Et pour le moment, on a l'impression que la série va tourner un peu autour de cette question. Donc dans la série, on distingue donc un peu deux mondes, le Westworld avec les androïdes et les humains, les coulisses un peu du Westworld. On a donc du côté androïde la belle Dolores Abernathy qui s'interroge sur son identité et interprétée par Eva Rachel Wood. Nous avons ensuite Teddy Flood, un cowboy nouvellement arrivé et apparemment amant de Dolores, interprété par James Marsden. Et le casting est tout aussi prometteur du côté des humains puisque nous retrouvons Ed Harris qui interprète l'homme en noir, un personnage mystérieux et apparemment un habitué du Westworld qui n'a pas l'air d'avoir que de bonnes intentions
attention. Nous retrouvons aussi Anthony Hopkins qui interprète le Dr Robert Ford, le grand Manitou du Westworld, mais pas seulement puisqu'il y a aussi Angela Sarafian et Tandy Newton. La série a donc un beau casting qui a pu se le permettre grâce à un budget de plus de 10 millions de dollars. La série a dépassé le plafond des coûts des séries Netflix et l'industrie du cinéma. C'est une série qui va amener à énormément réfléchir. Je pense que ceux qui veulent vraiment voir toute la série bien et en trouver tous les enjeux devront regarder les épisodes plusieurs fois, puisqu'elle aborde des thèmes comme la réalité virtuelle, le transhumanisme, la religion, et énormément de thèmes philosophiques comme la conscience de soi, l'identité, la perception du monde. Un des plans qui reflète le plus cette idée, ça va être un plan qu'on retrouve dans chaque épisode. Au moins une fois dans l'épisode, on voit une scène dans le reflet de l'œil du personnage. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations pour ça. Moi j'y vois surtout le fait que l'œil est dans beaucoup d'univers de mythologie, de films. Ça va refléter l'âme d'une personne, son identité. On dit toujours qu'on comprend une personne en la regardant dans les yeux. Dans beaucoup d'univers, l'œil c'est vraiment synonyme de la personne, de l'identité, peut-être même de l'existence. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse réflexion autour de ça sur la série, étant donné que c'est vraiment un élément qu'on retrouve dans chaque épisode. De plus, alors qu'il n'y a que 4 épisodes de sortie, il y a déjà énormément de théories qui sont sorties, énormément de réflexions. Quand on peut regarder sur internet, ce n'est même pas spécialement l'histoire, les acteurs, la réalisation, ça va être vraiment sur les théories, sur les réflexions qu'il y a autour. Et je pense que c'est vraiment une série intéressante pour tous ceux qui aiment un peu cogiter, pour tous ceux qui aiment les films genre Inception, etc. Je pense que peut être vraiment très intéressant. Ensuite pour la réalisation, Westworld est un peu particulière puisque l'écriture se fait au même moment que la réalisation. Il y a une petite pause au niveau de la réalisation parce qu'ils avaient pris un peu de retard sur l'écriture, mais dans l'ensemble les deux se font parallèlement. La série est visuellement magnifique, rien que les premières secondes quand on voit le générique qui me fait d'ailleurs plus penser à celui de Black Size que à celui de Game of Thrones, tant visuellement que par la musique, très lourde, très lente, pesante. Et d'ailleurs il y a une chose qui m'a choquée quand j'ai commencé à regarder la série, c'est que j'ai eu l'impression de me retrouver dans le jeu Red Dead Redemption. L'arrivée en train des deux héros, donc John Marston qui arrive en train dans le jeu et là Teddy Flute qui arrive en train dans la ville principale. Et puis dans la ville elle-même, l'ambiance, la disposition des bâtiments, donc dans le jeu c'est Armadillon et dans la série c'est Sweetwater, il me semble qu'elle s'appelle. Les ambiances sont similaires, vraiment. Alors j'ai commencé à dire non mais c'est peut-être moi qui psychote un peu parce que j'adore le jeu. Et puis après j'ai vu la ferme familiale de Dolores et j'ai fait mais c'est pas possible, c'est le même ranch que John Marston à la fin du jeu. Du coup j'ai fait quelques recherches sur internet et apparemment je suis pas la seule à l'avoir trouvé, il y aurait aussi une forte inspiration du coup de Red Dead Redemption et aussi de Bioshock. Ce qui s'annonce du coup bien parce que les deux jeux sont ouf. Donc pour finir, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiasmée par une série. J'attends de voir comment ça va évoluer. J'avais été un peu déçue du deuxième épisode, mais là l'épisode 3 et 4 sont vraiment super, donc je vois pas pourquoi ça continuerait mal. Surtout que ce qui me rassure un peu, c'est que la fin de la série est déjà écrite, donc les scénaristes savent où ils vont. On va donc pas avoir une série à rallonge, ils vont rajouter saison par saison parce que les gens aiment bien, et au final on va se retrouver avec une série de merde. Je pense que d'avoir une bonne ligne scénaristique, ça va éviter qu'ils partent un peu n'importe où et qu'ils s'égarent de l'essentiel. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker, à vous abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et on a même Google+, si vous voulez ne rien louper de notre actualité. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel Instant Ciné.